c'est une honte totale qui est immorale de continuer à dire que l'étude de Raoult ne montre rien, que c'est pas fait selon les canons de la science. C'est fait parfaitement selon les canons de la science. Faut arrêter de délirer. Tout ça, c'est parce que tous ces experts qui disent ça sont achetés par l'industrie pharmaceutique. J'ai pas peur de le dire. Moi, j'ai vu dès que le problème de la crise a été annoncé à la télévision, j'ai vu défiler sur les plateaux de télévision, mais tout ce qu'il y a de plus grand conflit d'intérêts, tous ces professeurs, etc., avec le lobby pharmaceutique et des producteurs de vaccins. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. La chloroquine donne des troubles du rythme rarement. On m'oppose que ça fait 50 ans que ça existe, mais ça donne quand même des complications. Et il y a quelque chose qui n'est pas assez souligné. L'azithromycine, le copain, il donne aussi des troubles du rythme. Qui est donné avec la chloroquine ? Et les deux ensemble ne sont pas du tout recommandés. Moi, je vais vous citer une étude publiée quand même dans le New England. Concernant bien sûr l'étude du New England, eh bien, c'est pas celle donc que Laurent mentionnait, mais une étude du New England qui a aussi... Oui, il parlait de recovery. Voilà, qui a été utilisée contre l'hydroxychloroquine, eh bien, a annoncé un titre, alors que ces données prouvaient le contraire de son titre. Ils ont pris un groupe de personnes, pardonnez-moi, subclaquantes, qui étaient en très mauvaise santé de façon significative, qui avaient beaucoup plus de chances de mourir, et à ce groupe, ils ont donné de l'hydroxychloroquine dans des dosages assez imprécis, mais on ajoute aussi que ce groupe, eh bien, ils ont mesuré l'effet de l'hydroxychloroquine en disant l'intubation est égale à la mort. Alors ça, c'est déjà triché de façon absolument honteuse. Moi, si je suis patient, être intubé ou mourir, je vous garantis, ça ne me fera pas le même effet, ni à moi, ni à ma famille. Quand vous avez des scientifiques qui disent que intuber et mourir, c'est la même chose, d'entrée de jeu, vous savez qu'ils vont vous mentir. Eh bien, l'étude de New England n'a pas déçu. Quand on analyse ces données en annexe, ce que j'ai fait, eh bien, on observe que ces données prouvent le contraire absolu du titre qu'elle a annoncé. En 2012, quand vous regardez 400 000 personnes et que vous regardez ce que fait l'azithromycine, le risque cardiovasculaire est multiplié par 3. Non, ça n'est pas anodin. Ça, c'est la première chose. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, qui vont avoir le coronavirus, surtout n'en prenez pas. Cette espèce de délire sur la toxicité de l'hydroxychloroquine est fini. Plus personne dit ça, parce qu'en réalité, à part les pieds nickelés des États-Unis qui disaient que ça tuait les gens, à part les Marx Brothers d'Angleterre qui utilisaient à 4 fois la dose et qui n'ont pas réussi à la rendre toxique, c'est quand même la preuve que c'est pas très toxique. Il n'y a plus de toxicité, même Fauci dit que c'est pas toxique. Et puis il y a une étude très intéressante qui vient de sortir sur les malades de l'assistance publique de Paris, sur 4600 patients, qui montrent qu'il n'y a pas de toxicité de l'hydroxychloroquine. Donc cette histoire est, de mon point de vue, une histoire d'excitation sur un truc qui n'avait pas de sens. C'est un médicament qui est utilisé depuis 80 ans, vous avez découvert qu'il est toxique maintenant, c'est une fantaisie. Je ne sais pas comment nous, mais pas seulement nous, on peut se laisser remarquer. J'ai des arrière-pensées désagréables sur cette raison, mais je ne sais pas comment l'Europe et les États-Unis ont pu se laisser embarquer sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, sauf à dire qu'il n'existait pas de médicaments et qu'il fallait soit prendre le remdesivir, soit un vaccin. Et puis, le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes. Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté ce mercredi sa feuille de route. Elle défend une réponse coordonnée pour sortir de cette crise et cela commence par la recherche et le financement d'un vaccin. Notre meilleure chance collective de vaincre le virus, a-t-elle insisté. 1,6 milliard de dollars de plus pour trouver un vaccin. Bill Gates, le patron de Microsoft, à la tête d'une fondation controversée, ne lésine pas sur les moyens pour ses recherches via Gavi, l'alliance du vaccin. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous,
c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Je ne sais pas, je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, avec un peu de patience, il faut pas croire, les chiffres finissent par sortir. On essaie, il y a une bataille très très importante, y compris au niveau des publications scientifiques. Donc il y a eu l'émergence d'un énorme problème scientifique qui est devenu un conflit vraiment passionnel et qui n'est plus scientifique sur la constatation des choses où des gens, le New England ou le Lancet ou le British Medical Journal, étaient prêts à prendre n'importe quel article pourvu qu'ils disent du mal de l'hydroxychloroquine et à ne prendre aucun article pourvu qu'il soit en faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, j'ai des dizaines d'exemples de ça. Dans le British Medical Journal, il y avait un article qui avait été publié par un groupe chinois en préprint où il y avait 2 paragraphes qui montraient qu'il y avait une efficacité supérieure de l'hydroxychloroquine sur le placebo. Une sur la qualité de vie et l'autre sur un des marqueurs qu'on a de gravité. Et l'édition définitive qui a été publiée dans le British Medical Journal a fait sauter ces 2 paragraphes qui ont disparu donc de la version finale. Carrément. La deuxième chose, c'est qu'il y a une publication qui a été faite par des Français avec un méthodologiste qui est célèbre parce qu'il était célèbre dans l'histoire du Mediator, qui a refusé de tester le groupe dans lequel il y avait azithromycine et hydroxychloroquine, et sur lequel il y avait 15 malades, 0 passage en réanimation, 0 mort. La différence pour n'importe quel étudiant qui est capable de faire de la statistique était significativement différente, mais l'équipe a refusé de l'évaluer parce que ça ne faisait pas partie des objectifs prioritaires. Or, c'est le papier qui a été le plus cité de tout le traitement au monde, cité plus de 900 fois dans la littérature, c'est le papier que nous avons fait sur azithromycine et hydroxychloroquine. Donc, si c'est de la négligence, c'est une négligence extrêmement coupable, ou c'est pire que ça. Donc, pareil pour le Lancet, moi j'ai été amené à retrouver un papier qui avait été aussi publié en préprint, dans lequel tous les rhumatologues du monde avaient été interrogés. Et donc tous ces rhumatologues du monde avaient été interrogés parce que vous savez que le plaquenil, c'est les rhumatologues qui l'utilisent pour une maladie qui s'appelle beaucoup la polyarthrite rhumatoïde du lupus depuis des années. Et donc ils ont collecté plus de 900 000 observations de gens traités par de l'hydroxychloroquine pendant plusieurs années, et ils ont comparé ça à un groupe témoin de gens qui étaient traités par un sulfamide en comparaison avec 350 000 cas. On ne peut pas avoir une étude supérieure à ça. Eh bien, il n'y a aucun accident cardiaque supplémentaire chez les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine chez 900 000 personnes. Et ce papier, moi je l'ai évalué, j'ai donné un avis favorable, et il a été rejeté par le Lancet. Donc on a l'impression quand même que tout ce qui est favorable à l'hydroxychloroquine est rejeté, et tout ce qui est défavorable est gardé. Donc il y a eu un véritable problème, donc j'espère qu'il va se calmer. De toute manière, pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprint parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. Et donc, le monde va changer de ce point de vue-là aussi. Et donc, en tout cas, les données vont sortir. Là, je suis intéressé de voir qu'à Paris, quand même, quand ils comparent leurs groupes, ils constatent que quand on donne de l'hydroxychloroquine, la mortalité est 20% moins importante que quand on n'en donne pas. Avec des calculs simples, de l'arithmétique, ça fait 154 morts de moins à Paris, qui aurait eu rien que sur cette étude de 4400 personnes. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, là. Donc, il va falloir réfléchir. Peu importe, il ne s'agit pas de chercher responsabilité, c'est pas mon métier, c'est celle des juges, des politiques, c'est pas le mien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on analyse les choses. J'espère que le pays sera entièrement transparent, j'espère bien, de manière à ce qu'on analyse les choses, de manière à ce que on tire une leçon qui ne soit pas, écoutez, regardez, tout va très bien, Madame la Marquise, mais écoutez, il y a des défaillances, il y a des vrais problèmes. Et en particulier, il y a une frontière là entre ce qui est le rôle du médecin et ce qui est le rôle du politique, qui me paraît avoir été en partie inversé, c'est-à-dire on a demandé à des médecins ou à des chercheurs de dire ce qu'il fallait faire sur des décisions politiques. C'est-à-dire le confinement, ce n'est pas une décision scientifique, et le port du masque dans la rue non plus, c'est des décisions politiques. En revanche, la prise en charge des malades, le test, le diagnostic et le traitement, c'est le rôle des médecins. Et ça, cette confusion entre le rôle du politique et le rôle du médecin, c'est une vraie question qui n'a pas commencé maintenant,
mais qu'il faudra bien trancher, et on aurait souhaité, nous médecins, que le Conseil de l'Ordre soit de notre côté. Le docteur Patrick Bouet, président de l'Ordre des médecins, a fait un rappel à l'ordre, justement, ce cher Ordre des médecins. Voici ce qu'il a dit, le docteur Patrick Bouet, à propos d'un certain nombre de médecins qui se disent « j'ai un malade, ça va pas, et je vais essayer ». Voici ce qu'il dit, écoutez. Je dis que le serment d'Hippocrate, c'est donner à nos patients des traitements confirmés et validés scientifiquement. Nous ne sommes pas là pour jouer aux apprentis sorciers avec des médicaments, même s'ils sont déjà utilisés dans d'autres affections. Les choses sont trop graves et les conséquences sont trop lourdes aujourd'hui. Il faut impérativement que nos collègues gardent leur sang-froid. Nous demanderons des explications à ceux qui se sont écartés de la déontologie. Mais moi, je veux surtout rendre hommage à tous ceux qui ont respecté la déontologie et qui ont lutté pour sauver la vie de leurs patients. Moi, je vais rappeler que le Conseil de l'Ordre est garant de la déontologie, mais aussi de l'exercice médical. Il doit protéger les patients, mais aussi l'indépendance des médecins et notamment la liberté de prescription. Et que le Conseil de l'Ordre se doit aussi de rester indépendant des instances gouvernementales. C'est-à-dire qu'il soit du côté de la liberté de prescription des médecins, qui, quitte à faire, il y a des mécanismes qui avaient été mis au point avec des autorisations temporaires d'usage, qui auraient pu parfaitement être utilisées dans ces conditions-là, de façon à laisser les médecins soigner les malades. Et ce que l'on voit maintenant, donc j'espère que les chiffres sortiront, c'est que dans cette situation, il y a eu moins de morts à l'hôpital cette année que les autres années, alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts en général. Donc ça veut dire que les gens sont morts ailleurs qu'à l'hôpital, et donc ça veut dire que l'organisation des soins, ou l'hôpital ou les cliniques privées, l'organisation des soins ne s'est pas basée sur les médecins, mais avec une vision, une politique médicale dirigée, ce qui n'est pas possible. C'est chaque médecin individuellement. Il ne faut pas en plus faire sortir les médecins du jeu parce que c'est eux qui, in fine, soignent les malades. Donc je pense que ça, c'est une véritable question.